Oui. La première question, c'était qu'est-ce qu'une communication pure? Mais non, je le dis parce que maintenant, pose une question qui va avec la réponse. Ah, c'est ça. Je ne me suis pas encore ajustée. Qu'est-ce qu'une communication pure? C'est une communication énergétique. Qu'est-ce qu'une communication énergétique? Communication télépathique. Mais ça, ouais, mais là, la télépathie, c'est sur plusieurs plans. Oui, c'est une communication énergiopathique. Voilà. Oui, bon, explique plus. Sympathie, sympathique, veut dire qu'on recopie, qu'on ressent exactement un phénomène extérieur chez soi. Alors, énergiopathique, c'est une communication qui fait que tout ce qui, dans les corps énergétiques d'un individu, est recréé exactement chez toi. Lorsqu'ils ont fait une communication orale, par la parole ou par l'écriture, il y a nécessairement un codage dans le mot, transmission. Après ça, un redécodage, mais si tu n'as pas le même code que moi, tu coloreras ce que j'ai dit. Donc, dans la synergie de communication, l'avantage qu'il y a, c'est que les êtres humains partent matériellement et créent un tourbillon de communication, donc qui va engendrer le phénomène énergiopathie, qui va lentement augmenter jusqu'au plan vital. Finalement, il va englober le plan de l'âme, une âme relativement pure, il va englober le plan du mental, le plan supramental, là, ça va monter en tourbillon jusqu'à très, 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 très loin. Ça, c'est une communication qui ne peut exister qu'entre deux êtres désinhibés. Et ça commence par le plan vital, Plan physique. par le plan physique. Oui, ça veut dire que les deux doivent être en présence l'un de l'autre. Bon, les yeux sont sollicités, les oreilles, etc. Et il va y avoir nécessairement un contact d'énergie vitale. Par la suite, il va y avoir encore un phénomène au niveau oral, pas au niveau émotif, au niveau amique. Et progressivement, l'intelligence va commencer à s'exprimer à travers le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental. Dans l'autre individu, il va se passer la même chose. Corps physique, corps astral, le corps vital, corps astral, corps mental. Progressivement, l'intelligence sent, ils vont augmenter au plan supramental. Mais là, ce qui va arriver, c'est que s'ils sont insuffisamment désinhibés par rapport à eux-mêmes, lorsqu'ils vont commencer à avoir une communication pure du point de vue supramental, elle le sera donc au niveau des corps inférieurs, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas de mots. Et s'ils sont insuffisamment purs avec eux-mêmes, l'ego est toujours en train de se dire « Oui, mais là, c'est con, là, on n'a plus rien à dire, là, c'est con, là, c'est con, là, c'est con. » Sauf que, quelle que soit la chose que va dire l'autre, l'autre l'a compris, il le savait déjà. Donc, il y a effectivement une symbiose énergétique ailleurs, il y a une communication télépathique ou énergiopathique, mais parce que l'ego n'arrive pas à en bénéficier, l'ego considère qu'il n'y en a peut-être pas. Mais comment faire pour que l'ego soit paradisié dans une telle démarche? L'expérience. Il faut que l'ego finisse par autoriser l'expérience, puis à travers le temps, l'ego finit par découvrir que c'est parfait. Parce que l'ego bénéficie, mais vu que c'est un néotype, l'ego ne comprend pas comment ou pourquoi il en bénéficie. Ça n'a pas d'allure, on ne parle pas. Est-ce que tu es bien? Oui, je suis bien, mais c'est idiot. Parce qu'on ne parle pas, on ne dit rien, puis on est là tous les deux, puis c'est ça. Tout va bien, mais tu chiales. Parce que l'ego n'a pas suffisamment de mémoire dans l'archétype, l'ego doit se fier au néotype, le néotype est en train de se former, donc c'est pas encore accessible à l'ego. La communication peut, donc une communication sans ego. Bon, mais c'est ça, mais tant qu'il y en a... Mais il est là en spectateur. S'il est là en spectateur, comme tout à l'heure je disais, c'est que si tu n'es pas suffisamment désinhibé par rapport à toi-même, continuellement, ton ego va empêcher la communication parfaite, communication pure au niveau énergétique. Parce qu'il sera toujours en train de chercher des mécaniques de communication traditionnelles. Alors ça va être, bon, ben là, on est assis en face de l'autre, là, c'est niaiseux pas mal, on ne dit rien. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas vrai pantoute, c'est vrai au niveau de l'ego. Bon, ben là, est-ce qu'on se touche les orteils? Est-ce qu'on marche ensemble? As-tu faim? Bon, mais merde, je trouve que... Mais c'est ça, tout va bien. Mais l'ego est là en train, il brise, la communication n'est pas peu, parce que l'ego essaie toujours de la rendre traditionnelle. Dans ce cas-ci, c'est seulement l'ego qui fait que la communication est impure. Mais il peut y avoir des blocages à d'autres niveaux. Des inhibitions qui vont empêcher la communication, mais qui en réalité empêchent la désinhibition. Mais ça va empêcher la conscientisation de la communication. Alors, les personnes vont avoir l'impression que tout va bien, qu'ils ont une communication énergétique, mais encore là, l'inhibition va faire en sorte qu'ils ne pourront pas en avoir la certitude.
Mais c'est encore égoïque. C'est inhibitré. Ce n'est pas égoïque. Parce que si tu es inhibé au point de vue vital, ou ça serait plutôt au point de vue physique. Oui, l'ego vient te donner l'impression que c'est lui. L'inhibition n'est pas une mécanique astrale. Sauf dans le cas de l'ego. Dans le cas de... Même dans le cas de l'ego, ce n'est pas une mécanique astrale. Sauf que l'ego va dire, c'est parce que j'ai peur. Mais en réalité, non, c'est pas à cause de la peur. C'est parce que j'ai honte. C'est pas à cause de la honte. C'est parce que c'est niaiseux. C'est pas à cause... Non. L'inhibition ne fait pas partie du plan de l'homme. L'inhibition sont des mécaniques implantées par... oui, ce serait intéressant. C'est pas de l'énergie supramentale non plus. L'inhibition, c'est une mécanique implantée par... Oui, c'est pas l'ajusteur de passé non plus. Je vérifie les créneaux connus. À un moment donné, c'est juste du néotype. Les inhibitions, ce sont des mécaniques qui sont implantées. On pourrait dire par les dieux, mais c'est pas par les dieux. Ce ne sont pas les Melchizedek, ce ne sont pas les Vorondadek non plus. Ce ne sont pas... Les inhibitions sont des mécaniques qui sont totalement implantées par l'esprit. Et ils sont implantés par l'individu qui tend à descendre dans l'intérieur du corps physique. Autrement dit, c'est que toutes les inhibitions que tu as, c'est toi qui les as implantées. Mais tu les as implantées non pas dans ta version astralisée ou dans ta version planétaire, mais uniquement dans ta version parfaite, donc dans ta version extra-créationnelle. À un moment donné, tu as... Ce n'est pas exact, parce que ça ne se fait pas comme ça là-bas, là, mais on fait un parallèle avec le contexte humain. C'est ça qui devient une problématique à un moment donné, quand on veut expliquer des choses qui ferait vibrer l'intelligence chez l'humain, pas son ego. Ça fait vibrer l'ego aussi. Ça fait vibrer l'intelligence. La problématique, c'est que énormément de choses doivent être comprises uniquement par symbiose énergétique, c'est-à-dire par énergiopathie, et non pas par la communication orale. Et tant que les individus ne sont pas rendus à un point où ils cessent de chialer contre le monde, contre la vie, contre les petits événements qui les ramassent, tant que les individus font encore partie du syndrome de l'électron, ils ne peuvent pas parvenir à cette transparence, à cette pureté, et ils ne sont pas encore raisonnablement transportables. Lorsque l'être humain... Bon, si j'explique brièvement la mécanique elle-même, encore là, elle va être comprise à partir des archétypes de l'homme. Donc, elle sera encore colorée. Tu existes au dehors de la création, il y a plusieurs univers, plusieurs super-univers qui sont engendrés de façon séparée, donc on peut considérer qu'il y a même plusieurs créations. Ces différentes créations sont totalement contenues dans une création majeure que j'appelle la création. Il y a des destructions créationnelles à l'intérieur de la création, il y a de nouvelles créations de temps en temps, il y a une chose qui tend à apparaître de plus en plus, on en a déjà parlé souvent, qui est ce qu'on appelle souvent le centre source, qui est un centre d'attraction d'énergie absolument phénoménal, évidemment, que l'humain ne peut pas voir, même si je vous dis ça mesure des milliers et des milliers d'années-lumière de longueur, de largeur et de profondeur, ça ne dit rien à l'humain. Disons que vous mettez un avec... on prend un petit crayon, là, on écrit un petit zéro, et puis on couvre la planète Terre de petits zéros comme ça dans un seul chiffre. Ça va donner un peu l'idée de la grandeur de la chose, là, tu sais. Mais encore là, l'humain a une conscience trop limitée par la pénurie de neurones. On ne peut pas avoir une idée d'envergure de cette conscience. Plus cela se fait, plus l'être humain va se déplacer vers une conscience où il découvrira progressivement, il l'apprendra dès le départ au niveau de l'ego, il le découvrira par la suite, que c'est lui qui, à un moment donné, a choisi de venir dans le monde. Je ne parle pas de la dernière naissance que tu as eue, je parle de venir dans le monde, de venir dans l'existence, de venir dans le temps et dans l'espace, de venir dans les 13 dimensions, de venir dans une projection quadridimensionnelle des 13 dimensions. Et parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu, c'est-à-dire que tu le sais pourquoi tu es venu, sauf que tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas en parler parce que ton ego ne doit pas être mis au courant. Donc, tu ne peux même pas le conscientiser, parce que le conscientiser dans ton corps de chair, ton ego va être au courant. Et cela va faire en sorte que toi-même, tu te seras mis des blocages, des inhibitions, pour empêcher certaines formes d'énergie d'être démolies par l'ego, de servir la puissance, le pouvoir de l'ego. Et c'est ce qui crée une grande problématique au niveau d'évolution pour énormément d'humains, c'est parce que tant qu'ils ont trop d'ego, ils sont trop égoïques, et le mental est un maudit piège là-dedans. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est la matière énergétique qui va permettre à la conscience astralisée d'entrer en contact avec le phénomène supramental. C'est une chose.
Mais ça va aussi engendrer de la mentalisation, qui est un autre problème. Alors, on a l'astral qui permet à l'humain de découvrir l'émotion, donc de découvrir la version terrestre de ce que c'est que l'amour, de découvrir la version terrestre de ce que c'est que la béatitude, de ce que c'est que la sérénité. Sauf que il y a maintenant une gestion astralisée. L'homme astralise, la femme astralise. Le mental permet d'avoir une version décolorée de l'émotion, des mêmes principes, d'une cosmogonie mentale et non pas une cosmogonie spirituelle et émotive, sauf que l'homme se met à mentaliser, la femme aussi. Étant donné qu'ils se mettent à mentaliser, ils sont toujours en train de... La mentalisation, c'est la capacité qu'a l'être humain de régir logiquement sa mémoire. Mais régir logiquement sa mémoire ne veut pas dire que tu as accès à toutes les informations du monde. Cela veut dire que tu vas régir logiquement ce que tu as comme connaissance. Donc, si tu n'as pas suffisamment d'informations, ta gestion logique, ta gestion mentale, t'amènera toujours à des cul-de-sac, à des paradoxes de l'évolution. Bon. Tout à l'heure, je parlais avec une personne qui est extrêmement paradoxalisée et qui me disait, oui, mais, si on arrive sur l'autre planète, et rendu là, on va faire quoi? Tu sais, on fait qu'on recommence, ou ben non... Fait que finalement, ça sert à quoi, tout ça? C'est la grosse question. Puis je l'ai dit de temps en temps, à quoi ça servait, mais l'humain n'a pas la saveur de ce que je dis. Il apprend des mots. Mais encore là, le mental mentalise. Ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de mourir? Ça sert à quoi de chialer? Ça sert à quoi de pas chialer? Et il a raison. En fonction de l'information qu'il a. L'être humain qui se dirige vers une communication transparente, une communication pure, donc une symbiose d'énergie, pour aller chercher l'énergie qui lui manque pour finaliser des choses. L'être humain qui aura à un moment donné suffisamment d'énergie pour être capable de plastiser, de transformer la matière morontielle pour en faire de l'entité morontielle endobétérique. L'être humain qui aura la capacité de comprendre la mécanique et qui aura la capacité d'être suffisamment transparent avec ce qu'il est. La base de tout ça, c'est simplement d'être capable de reconnaître ce que l'on sait de ce que l'on ne sait pas. L'humain qui en arrive là sera un être humain qui sera capable de percevoir l'ampleur de ce qu'il est, mais il ne pourra jamais croire cette ampleur. Bien, ça. Donc, l'ego, c'est tant qu'il y aura de l'ego, on ne pourra pas être pleinement au courant. Ah, absolument. Donc, ça va ensemble, la transparence, la destruction de l'ego. La transparence, c'est la destruction de l'ego. C'est la négoïsation. C'est la réelle, la négociation. C'est qu'avant... Parce que qu'est-ce qui est bizarre, c'est que d'une certaine façon, on pense de l'ego, ensuite on va au mental, mais le supramental est toujours là. Oui, absolument, absolument. Sauf qu'il ne te sert à rien parce que le message qu'il te donne, ou l'énergie qu'il amène, ne nourrit pas ni l'ego, ni le mental, tant que le mental n'a pas une acheteur de pensée. Donc, on a tous les corps en nous. T'es même totalement accompli. Mais c'est qu'on se réveille. On se réchauffe. Puis on se réchauffe jusqu'à la fusion. Ah, et plus que ça. Jusqu'où? Jusque-là. C'est parce que ça devient con. Je te donne un exemple. Non, ça devient pas con. C'est parce qu'il te manque des informations. Oui, oui, mais je les ai aussi. Oui, mais tu ne les as pas. C'est ça. Mais c'est tout le temps comme ça. Absolument. Puis plus ça va, c'est-tu parce que j'ai... C'est ça qui engendre une certaine fièvre à un moment donné chez l'humain. C'est ça qui engendre l'idée qu'ils sont trop loin, qu'ils sont écœurés, qu'ils arriveront jamais. Puis je le sais, mais je sais pas ce que je sais, mais je le sais pareil. Mais ça me sert à quoi de le savoir? Je peux rien faire avec vu que je le sais pas. Mais je sais que je le sais. Mais je sais aussi que je le sais pas. Alors il faut que la personne respire convenablement. Non, mais ça c'est correct. Ça, c'est correct. C'est que si je me place dans le plan, c'est parce que moi, je peux voyager de plan, là. C'est bien. Oui, mais c'est que ça reste con, tu sais. Oui, c'est ça, j'ai respiré comme il faut. Mais c'est ça, mais... reste con, ben oui. Mais c'est que si... Ce n'est pas con. Je le sais, ça aussi. Ben voilà, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est que il y a plus... En passant, je t'arrête, hélas. La communication que nous avons, elle est énergiopathique. Et j'avertis les égaux, parce que plus il y aura ce genre de communication, plus vous serez attentifs aux subtilités, plus la communication va se faire entre vous et nous. Tandis que c'est uniquement l'ego qui est là, ben toute la moitié des mots qu'elle dit sont coupés, je réponds, c'est interrompu, c'est coupé, c'est interrompu, c'est coupé. Les mots ne peuvent communiquer l'information.
Je dis, ça semble paradoxal, on tourne sur quelque chose, puis finalement, oui, je le sais. C'est ça. Énergétiquement, ça se communique. Et progressivement, vous devriez apprendre aussi à accepter ce genre de communication qui va amener une autre saveur, soit à la conférence, soit carrément aux communications. Parce que uniquement par les mots, on nourrit l'ego et le mental. Puis à un moment donné, il y a des mots les mots ne sont pas là. Ça engendre de mécanique de la communication paradoxale, mais uniquement par la subtilité, on se rend compte que c'est pas paradoxal. On parle sur deux plans, sur deux mondes. C'est pas paradoxal. Chaque chose à sa place. Je disais pourquoi c'est dommage que je t'interrompe, parce que ce serait étonnant qu'on puisse continuer. Tant que c'est coupé. Effectivement. Mais c'est préférable que les gens le sachent. Oui. Puis en même temps, ça avertit mon ego même. Ben oui, que c'est pas du niaisage. Mais là, il faut repartir. C'est ça, c'est parce que du point de vue égoïque, quand à une certaine phase, il y en a plus de questions égoïques. Mais non. Puis l'ego se pose la question, pourquoi il n'y en a plus? Oui, c'est vrai. Ben, surtout quand il est intervieweur. Ben oui. Parce que ce serait... Mais je sais que les autres questions, même s'ils sont incomplètes, sont plus énergétiques. Absolument. La question n'en a rien à faire de la question. Mais le processus mental qui vous amène à vous réchauffer à un point d'être capable de poser une question, c'est ça qui est important, pas la question. Exactement comme je vous dis, le trophée que vous avez gagné, on n'en a rien à faire. C'est tout ce que vous avez fait pour aller chercher. Le trophée, lui, on le met aux poubelles après. Oui ou non, j'ai fait ça pour aller chercher le trophée. T'as rien compris. Le trophée ne vaut rien. Alors, tu poses une question, je te réponds pas. Ben oui, mais crime, ça me sert à quoi de... Non, ça n'a rien à voir. Es-tu capable d'élaborer des questions? Moi, je pourrais élaborer des réponses. Ta question est aussi fausse que ma réponse. C'est utile parce qu'il y a de l'énergie dedans. Si on s'attache au mot de l'énergie, on passe à côté du chemin. Même si ça explique extraordinairement les choses, même si ça réconforte l'ego, même si ça... Ça, c'est pas vrai. On n'a rien à faire avec ça. Donc, même les questions incomplètes, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que la question incomplète veut dire que tu amènes de l'énergie à un niveau tellement plus haut qu'une grande partie de cette énergie-là ne peut pas être mise en mots. Et c'est de là qu'il faut qu'on commence à accepter le principe, puis à se répondre avec des mots qui vont soutenir l'énergie. Puis là, évidemment, plus les gens peuvent comprendre, mieux c'est. Pour moi, ça va. C'est que je me dis, je ne suis pas ajusté à la planète actuelle dans ce fonctionnement-là. C'est faux. Tu es très, très, très ajusté à la planète actuelle. Parce que si je parle, il faut quand même des gens qui décodent. Moi, je parle pas des gens ici, mais je parle si je continue le processus de transparence partout, il faut quand même que je sois en présence de gens qui décodent pour que ce soit pas coloré à un point tel que ça revire contre la personne qui fait la démarche de... Non, si tu es totalement transparente, donc totalement désinhibé, tu vas rayonner. Et toutes les conneries qu'on refuse à tout le monde, on va te les accepter. Ça fait partie de ton charme. Alors, par exemple, tu es dans un bureau de personnes d'affaires, et puis là, tu n'as pas de mouchoir, puis tu as le nez plein. Puis à un moment donné, ben, tu te fais donner à terre. Alors, les gens vont trouver que c'est charmant. Mais que personne d'autre fasse ça parce qu'il va se faire envoyer. On trouve que c'est charmant. Celui qui rayonne fait en sorte que les cerveaux des autres ajustent et rectifient la vision et instruit l'ego que c'est parfait. Je ne te dis pas qu'on doit viser ça comme objectif. Mais ce que je dis, moi, c'est que vous êtes l'être humain le plus laid sur la planète. Ça donne que c'est vrai. Demandez à ceux qui vous aiment pas. Et vous commencez à rayonner. Commençant à rayonner, disons que je vous trouve laid et laide. Commençant à rayonner, vous pouvez être devant moi. Et subitement, j'aurai l'impression que vous avez changé en tabarouette. Vous êtes même rendu beau et belle. C'est que votre énergie va venir manipuler mon cerveau qui, là, lui, va rectifier la vision que j'ai de vous et va l'ajuster en fonction de ce que mon ego a besoin. C'est ça l'avantage de rayonner. Sauf que l'individu qui part avec l'archétype se disant « Oui, mais si je commence à être moi-même, les gens, ils vont me mettre dehors, ils vont me cracher dessus, ils vont... » Ça, c'est quand tu joues à être toi-même. Mais quand tu commences à être réellement toi-même, on va tolérer, on va accepter, on va même trouver ça convenable. Je répète encore, une personne de 45 ans qui s'en va en dandinant sur le trottoir, on trouve qu'elle est bonne pour l'asile. Mais une jeune fille ou un jeune garçon de 6-7 ans qui fait la même chose, ça fait partie de son charme.
Mais c'est la même chose. Puis pourquoi est-ce qu'il y a peu de gens qui rayonnent? Il n'y en a pas peu qui rayonnent. Qui rayonnent cette énergie-là? Il y en a pas peu. Mais pourquoi qu'il n'y en a pas plus? Pourquoi il n'y en a pas du tout? Ouais. Pourquoi il y en a pas? Mais pourquoi que c'est un petit nombre Ah, c'était... qui sont appelés à le faire? Ils ne sont pas appelés à le faire. Non, Ceux ils qui sont sont pas appelés, appelés, ouais. ils vont, puis ceux-là, c'est les poissons. Ouais, c'est ça, qu'ils sont pas choisis non plus, Oui, qui sont c'est ça. mais Oui, pas lui, élus non plus. qui sont. Qui sont, c'est ça. Pourquoi qu'il y en a Hein, peu c'est qui... ça. Pourquoi il n'y en aura pas beaucoup? Ben, uniquement parce que les corps physiques ne sont pas préparés à ça, uniquement parce que les égos, les systèmes réincarnationnels ne sont pas préparés à ça, et surtout parce qu'il faut qu'il y ait une pression énorme pour engendrer une contrainte dans l'astral planétaire, telle que cette pression va faire en sorte que dans certaines parties de la planète, chez certains humains, va pouvoir jaillir un écœurement tel qu'il va être capable de monter les structures évolutionnaires de l'homme ou de la femme jusqu'à un contact supramental. Cela veut dire qu'il faut absolument que tous les pays en voie de sous-développement persistent dans leur cheminement pour que toi, tu puisses continuer à monter. Il faut absolument que tout ce qui se passe persiste pour que tu continues à monter. Et là, ne me parle pas de vision mentale, d'une information supramentale exprimée par un ego sans planète. Oui, mais c'est tellement plus facile si tout serait parfait. Je suis d'accord avec toi, c'est tellement plus facile si tout est parfait. Je suis totalement d'accord. C'est pas le cas. Je suis d'accord. Mais c'est pas le cas. Puis pour en revenir à la communication pure, finalement, c'est une fusion. C'est une... oui, mais pas dès le départ. C'est que tu as la synergie de communication. Tu as la symbiose énergétique, ce n'est pas une fusion, mais là, les énergies des personnes qui communiquent se mêlent. Alors, il y aura l'énergiopathie complète. Et à un moment donné, effectivement, c'est possible que l'être humain qui évolue, son union est limitée. Et là, c'est possible qu'il finisse par accepter l'union illimitée. Là, il y aura fusion entre les individus. Mais fusion, en quoi ça consiste? Si toi et moi, on fusionne, ça veut dire que quand tu vas t'en retourner chez toi, je vais aussi aller chez toi. Et quand je vais aller chez moi, tu vas aussi venir chez moi. Tu seras dans ton corps physique et tu pourras fermer les yeux ou les laisser ouverts et tu pourras voir ce que j'écoute à la télévision. Est-ce que est-ce qu'on s'en va vers ça? Non, mais c'est quoi l'intérêt de regarder 2 émissions de télé en même temps? J'aurais dû prendre des exemples plus spirituels. Mais oui, on s'en va vers ça. Mais c'est bon. C'est quoi le but d'en arriver à une fusion comme ça? Ben, si on écoute la même émission, on peut avoir l'émission en stéréo oculaire. Ah, il y a ça. 4 yeux pour écouter l'émission, tu manques pas grand-chose. Mais c'est pour expandre la conscience. Mais oui. Ça fait 2 corps. C'est la même chose. Et voilà, tu viens de le dire. Tu auras 2 corps. C'est déjà une chose. En plus, tu auras un corps masculin et un corps féminin. C'est une bonne chose. Puis tu pourras même avoir 3, 4, 5 corps masculins. Puis 3 ou 4 autres corps féminins. C'est parfait. Et à un moment donné, on se ramassera avec énormément moins d'entités unitaires dans des corps. Il y aura une entité qui sera dans un paquet de corps. Et par la suite, lorsque ces corps seront éliminés, les corps les plus inefficaces, il n'y a personne qui meurt. C'est évident que la question astrale, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Ça sert à permettre à l'humain de parvenir à se libérer totalement des mécaniques de l'évolution. À quoi ça sert de cesser d'évoluer? Ça sert de cesser de chialer. Bon. Tant que tu n'évolues pas, tu sois dans le monde de la mort, que tu sois dans le monde de la vie ou dans le monde de la mort, tu es dans le monde de la M. C'est pas? Bon. Tant qu'à être pris dans le monde des structures évolutionnaires, ça t'amène au minimum à te sortir de là pour rentrer dans des structures évolutionnaires. Oui, mais à quoi ça va me servir de tout ça? Premièrement, tu n'as pas le choix, ta question est donc totalement inutilisable, inutile, stupide, idiote, oublions-la. Et ça, l'humain doit finir par le comprendre. L'homme, la femme n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a personne ici qui le comprend. Ils s'en servent pour chialer. Ils s'en servent pour crier, comme si ça changerait quelque chose. Ils n'ont pas de libre arbitre. Ça vaut même pas la peine de chialer.
Bon. Sauf que l'être humain qui pose toujours sa question, mais à quoi ça sert? Tu n'as pas de libre arbitre, alors je n'ai pas à te répondre. Mais à quoi va ressembler la vie? Là, une fois, où vont être... Bon, la vie va ressembler à ceci. Tu compris? Ben oui. Et voilà. Répète. Ben non, mais c'est là le problème. Mais où vont être Annie et Daniel? Ils ne seront pas là. Ils seront plus là. Pas, ils ne seront plus là. Ils ne seront pas là. Oui. Partout où ton ego peut essayer de voir, c'est faux. Bon. L'être humain cherche, et ça, libérez-vous de ce genre de cheminement. Parce que ça crée énormément de problèmes. C'est toujours dans le genre, oui, mais si je ne sais pas ce que veut dire le mot Québec, je n'embarque pas dans l'autobus. Oui, mais si je ne sais pas où c'est Québec, je n'embarque pas dans l'autobus. Oui, mais si je ne sais pas combien il y a d'habitants à Québec, je n'embarque pas dans l'autobus. Oui, mais finalement, tant que tu ne seras pas à Québec, tu n'auras jamais la réponse que tu veux, fait que tu ne seras jamais à Québec. C'est pas ça l'affaire, moi. C'est comme ça. Alors, c'est sûr que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'étais peut-être trop ajusté. Non, c'est pas ça. C'est que il faut qu'il y ait des questions. Oh non, ça va, ça, là. Puis moi, il faut qu'il y ait des réponses. Ben, c'est ça. Donc, c'était correct. Oui. C'est ça. Mais c'est quand même pas la véritable communication. La communication était à côté pendant ce temps-là. Non, la communication, elle est proche. La communication est en train de sevrer des parties qui ne servent à rien. Ah, donc c'était ça qui se passait. Ben oui. Mais pour parvenir à comprendre, on doit être subtil, puis on doit cesser de toujours chercher à partir des archétypes. Quand vous rencontrez un acteur ou une actrice qui simule quelque chose, vous dites, ah, là, il simule la colère, là, il simule le besoin de relations sexuelles, là, il simule... Pourquoi vous le savez qu'il simule ça? Parce qu'il y a un archétype qui vous dirige tout. Puis quand l'archétype vous ramasse pour exprimer la colère, tout le monde exprime la colère de la même façon. C'est l'archétype. Vous êtes heureux? Tout le monde exprime le bonheur de la même façon. C'est l'archétype. Vous manquez le métro? Il y a 2-3 archétypes de personnes qui manquent le métro. C'est tout pareil, pareil, pareil. Si on fait un film extraterrestre de l'être humain, on pourra dire, quand ils veulent s'accoupler, ben, il y a la parade nuptiale. Comme les animaux, mais c'est identique. Alors on peut tout savoir. Il y a même des livres qui ont été écrits sur comment ça fonctionnait. T'sais. On peut tout savoir. Alors on peut même engendrer la psychologie, la ceci, la cela. On peut tout savoir. La problématique, c'est que, étant donné que chaque fois que tu fais quelque chose, je veux boire de l'eau, il y a un archétype qui va me contrôler pour m'expliquer comment je dois boire de l'eau. Parce que moi, si je n'ai pas de contact avec l'intelligence, mon ego ne sait pas comment boire de l'eau. Alors l'archétype me ramasse et l'archétype me fait bouger. Quand on approche de la conscience supramentale, on approche de néotypes. Les néotypes ne sont pas formés. De nouvelles façons de laisser vos égos et vos corps être programmés, être contrôlés. Mais là, ce qui arrive, comme quand il manque de mots, c'est évident qu'il manque de mots. Il n'y a rien là. Il n'y a que de l'énergie. À nous de faire le chemin. Et c'est pourquoi 90, 91, 92, 93, 94, etc., la majorité de ceux qui sont transportables, ceux qui se conscientisent, pourront altérer suffisamment des conditions planétaires de façon à ce que ça soit ajusté entre le plan bouddhique, le plan expérimental et les 5 corps planétaires humains. Lorsque tu visualises à quoi ça va servir, où on va être, comment ça va être, ceci, cela, c'est toujours en fonction d'archétypes qui, eux, te forcent à communiquer des choses, qui te forcent à poser des questions, à colorer les informations questionnatives, de façon à ce que tu puisses dire, comme l'archétype le suggère, de façon à ce que tu puisses dire ta question. Ce qu'on doit bien comprendre, et tous ici, vous devez absolument parvenir à vous dégager totalement de la forme. La forme, que ce soit celle du néotype. Le néotype, si on l'envisage dans sa tête, utopiser, ce n'est pas grave. Utopiser, cela veut dire créer des canaux pour recevoir des réincarnations des mondes à venir qui est en affinité avec l'expression de notre intelligence. Mais si on a l'idée d'un néotype, on doit l'abandonner, parce que l'idée d'un néotype est quelque chose que l'on veut obtenir. Si on veut l'obtenir, on ne pourra pas l'obtenir par l'instantanéité parce qu'il est déjà dans notre mémoire. Étant dans notre mémoire, il est égal aux archétypes, aux vieilles formes. L'humain doit se dégager de la forme. Se dégager de la forme, ça veut dire qu'on ne doit plus travailler toujours en posant des questions idiotes. Oui, mais l'homme est supérieur à la femme dans bien des cas. Oui, mais la femme, c'est ceci. Sexuellement, l'homme a un corps physique extrêmement problématique. Ce qui l'empêche totalement d'évoluer, la femme n'a à peu près pas ce problème-là.
Par contre, la société a bâti le monde en fonction de l'homme. C'est évident, il fallait bien équilibrer les avantages. La femme ne s'en rend pas compte. La femme, elle pense que l'homme a tous les avantages sur le plan planétaire. L'homme a autant d'avantages que la femme. L'homme, il a tout le pouvoir sur la matière, mais le corps physique, le système sexuel et endocrinien, la matière, a tout le pouvoir sur l'homme. La femme est assujettie à l'homme, mais elle est libre de cette mécanique. Dans les temps qui viennent très progressivement, les femmes auront plus de facilité à se désinhiber que les hommes, alors que la femme, son problème qu'elle va vivre, c'est qu'elle devra commencer des désinhibitions, surtout avec un homme. Quand je parle de désinhibition, je reviens encore sur la chose, ce n'est pas une libération, il n'est pas question de sexualité ou de ceci ou de cela. Donc, il peut y avoir 25 couples différents qui sont tous des couples intermêlés au niveau énergétique. La femme, elle aura un gros problème, c'est qu'elle ne pourra pas parvenir à faire confiance au mâle en reconnaissant sa désinhibition parce qu'elle sera sûre que ça va toujours finir de la même façon. Et c'est le problème que la femme va rencontrer. Alors qu'elle est plus prête que l'homme, elle se bloquera elle-même, elle attendra que l'homme évolue pour se donner la possibilité, la permission de se sécuriser par rapport à l'homme. L'homme, lui, il a un problème au niveau de la désinhibition, c'est qu'à l'instant où il s'approche d'une femme, plus il la trouve belle, plus il a le goût de coucher avec elle. Plus il la trouve intelligente, plus il aura le goût de coucher avec elle. Plus il la trouve pétillante ou énergétique, plus il aura le goût de coucher avec elle. Plus, etc. Donc, ça crée un problème parce que plus l'homme rencontrera une femme évoluée, moins il évoluera. Il va évoluer pareil. Il va souffrir. Il faudra qu'il s'inhibe de cette femme-là. Il faudra que cette femme-là soit comme bête. En tout cas, bon. Et ça, c'est une mécanique qui va être là uniquement parce qu'il y a encore trop d'animal dans l'être humain. Mais quand on parle... Et pourquoi il y a trop d'animal uniquement? Parce qu'on se fie toujours aux archétypes. Quand un homme et une femme se rencontrent, ça va bien. L'archétype leur dit après ça, dans le lit tous les deux. Vont-ils en prendre? Non. Sauf que si l'on parle d'extraterrestres, on les formalise. Si on parle d'intraterrestres, ce sera la même chose. Et la seule information qui est accessible à l'humain normal, à très avancé, c'est de l'information archétypée colorée par des mécaniques néotypales. Quand l'on parle d'intraterrestres, pendant longtemps, j'étais en conférence, on me demandait, bon, est-ce que certains moustachus ont rencontré les bons extraterrestres? Est-ce que certains barbus ont rencontré les bons extraterrestres? Je répondais, non, ils ont rencontré les mauvais. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais extraterrestre? Un mauvais extraterrestre, c'est un extraterrestre qui est resté trop longtemps en contact des systèmes astrales planétaires. Bon, j'en ai déjà parlé aussi. Sauf qu'il y a de cela 75 millions d'années, en deux vagues, 112 millions d'années, 75 millions d'années, deux vagues d'extraterrestres sont arrivées sur le plan planétaire. Ces vagues sont arrivées ici bannies. Ils étaient en phase d'involution, ils n'ont pas engendré l'humanité, ils sont arrivés vers la fin de l'ère préhistorique au niveau des dinosaures. Ils sont arrivés ici d'une façon particulière. L'une de ces races est arrivée ici à bord d'un vaisseau énorme qui s'est enfoncé dans l'un des océans de la planète à l'époque. Et cela a engendré une catastrophe naturelle d'une telle envergure que cela a mis fin à la majorité des systèmes de vie déjà présents sur la planète. Alors, il y a eu vaporisation d'eau à cause de la chaleur, à cause de l'impact. Il y a eu... leur vaisseau spatial était en grande majorité constitué de carbonate de calcium. Et il y a eu une libération de calcium, de carbonate, de carbone, donc à l'échelle planétaire. Cela a engendré un effet de serre absolument phénoménal. Et cela a fait en sorte que la majorité des systèmes écologiques de l'époque ont totalement été déstabilisés. Il y a eu la descente de glace, il y a eu, en bref, l'extinction de la majorité du système des dinosaures, etc. Ces personnalités extraterrestres sont restées dans le contexte planétaire, dans l'écorce. À l'époque, l'écorce était encore relativement chaude et ils ont travaillé toute leur vie sous la Terre. C'est donc ce qu'on appellera aujourd'hui des intraterrestres. Il y en a deux sortes en majorité. La deuxième vague qui est arrivée, elle a été esclavagisée par la première vague. Et aujourd'hui, on a cette mécanique d'intraterrestres qui, par exemple, ce sont des informations accessibles à l'humain. Ce sont des informations archétypales accessibles à l'homme. Moi, je déteste parler de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça plaît trop à l'homme. Si j'explique, par exemple, que, bon, l'intraterrestre, il a comme première fonction de préserver sa génétique, comme l'humain. L'intraterrestre, il a une problématique, c'est que là, le moindrement que ça manque de chaleur, il évolue énergétiquement. Donc, il diminue en énergie, il devient crapaud. Sauf que vivant sous l'écorce terrestre, qu'on appelle au centre de la Terre, mais c'est pas au centre de la Terre, il a plus de chaleur, il y a tous les systèmes volcaniques, les systèmes de gestion des forces telluriques, il est réchauffé.
La Terre se refroidissant progressivement, il continue son évolution très très lentement. Pendant ce temps-là, l'homme à la surface a vécu une évolution, même si elle a été pénible, même si elle a été problématique. Les extraterrestres manipulent l'humain depuis extrêmement longtemps, depuis d'ailleurs l'avènement des pharaons. Ils ont eu des contacts avec les humains. Ils ont eu des contacts, ils ont même essayé de manipuler le phénomène nazaréen. Ils ont travaillé avec le comte de Saint-Germain. Ils ont tout fait pour s'installer dans la majorité des gros contextes. Le comte de Saint-Germain, c'est un comte russe dès le départ. C'est lui qui a écrit l'acte de libération d'indépendance des États-Unis. C'est celui qui est le gestionnaire des deux grands blocs. Et par le biais, on parle juste au niveau de la mentalisation, les extraterrestres manipulent à un point tel tout le système industriel que toutes les industries polluent énormément. On pollue avec le gaz carbonique en majorité pour recréer l'effet de serre, réchauffer la planète Terre, bloquer l'évolution du phénomène extraterrestre. On pollue énormément avec des pluies acides, acide sulfurique et acide nitrique en anhydrate, cela engendre des pluies acides. C'est le contexte tel qu'on le retrouve dans les systèmes volcaniques. Sous la Terre, l'eau est acide, sulfureux, nitreux. Il y a énormément de mécaniques aujourd'hui qui peuvent facilement, du point de vue de la compréhension des mécaniques intraterrestres, tout expliquer la démarche évolutionnaire problématique de l'humain. Sauf que ce sont des informations que lorsque l'on en parle, ça peut plaire à l'humain. Hein, si on parle par exemple du projet d'humano-coïncidence génétique sur lesquels les extraterrestres travaillent énormément, dans le but de parvenir à faire coïncider la génétique humaine et la leur, pour pouvoir remonter à la surface, puis se servir non seulement de leur structure évolutive, mais en même temps de la structure évolutive biologique de l'humain. Il y a énormément de choses. Hein. Dernièrement, je disais à quelqu'un que vous amenez simplement des enfants à Disney World, et il y a énormément d'enfants qui se font kidnapper dans des jeux, ils rentrent dans des manèges particuliers, puis ils ressortent jamais. La police n'enquête même pas, parce que c'est tellement bien organisé. Des femmes enceintes qui disparaissent aussi régulièrement. C'est extraordinairement bien organisé. On a tout démonté des manèges, on n'a rien trouvé. La CIA, ne prononçons pas des noms, disons la AIC, travaille énormément conjointement avec les extraterrestres pour leur fournir des génétiques, de façon à recevoir de l'information sur les blocs ennemis. En tout cas, il y a toute une manchure. Les humains, progressivement, ceux qui sont les plus évolués parmi les évolués, commencent à toucher cette information. Et ils s'en gavent, ils en ont, ils aiment cela, ça fonctionne, ils en parlent, c'est merveilleux. Bon. Sauf que tout ce qu'ils savent, ce sont des choses que les extraterrestres veulent que l'humain sache. Ouais. Dans le fond, ils ne savaient rien. Et non! Donc, ça ne donne rien d'aller puiser. Non, exactement. Alors, quand je fais des conférences, on peut parler, on peut s'amuser énormément, ce genre de choses. C'est bien plus terre à terre. Je pourrais même te présenter des êtres humains qui sont des manipulations génétiques extraterrestres. Je peux même te présenter... Je peux même t'amener une place où on peut en rencontrer. Bon. Sauf que ça fait quoi là-dedans? On perd notre temps. La journée qu'ils vont se lever, nous, on va être déjà prêts à faire quelque chose ailleurs. Sauf que le temps qu'on s'intéresse à savoir, à triper égoïquement, à aller chercher de l'information comme supramentale, mais qui est archétypalisable. Donc, une information qui rentre dans nos archétypes. Elle va faire vibrer nos égos. Elle va faire en sorte qu'on va se mettre... On va devenir des enquêteurs, des journalistes de la mécanique. Mais on perd notre temps. On doit travailler vers le néotypage, on doit travailler vers la négociation, on doit travailler vers ce genre de choses. Oui, mais pendant ce temps-là, c'est en train de... On n'a rien à foutre. Mais on ne serait plus là. Ce serait la guerre des autres. Mais finalement, ce qu'ils nous font parvenir, ça peut être même le contraire, ça peut être faux. En majorité, c'est vrai parce que c'est décodé par l'intelligence de certains humains, sauf que c'est l'information qu'on veut savoir. Que l'humain veut savoir, c'est l'information. C'est comme exactement... Maintenant que tu le sais, là, ben, je te dis, c'est ça. Je te le dis juste avant que tu le saches. Alors tu te dis, ah, ben celui qui me l'a dit, là, lui, il est honnête. Puis on peut lui faire confiance parce que ce qu'il me dit, là, c'est en plein ça. Eh oui, c'est ça. Mais lui, là, c'est simplement déguisé, c'est un menteur, il fait partie des autres. Mais on continue. Les intraterrestres, les premiers qui apparaissent, se rencontrent, on va dire Claude Vorillon. C'est Ézéchiel, mais disons Claude Vorillon. Claude Vorillon, finalement, va avoir suffisamment de mélange génétique pour qu'on puisse le programmer puis l'habiter complètement. Donc, il y a plusieurs intraterrestres différents qui peuvent l'habiter régulièrement. Ils deviendront donc réels. Ça veut dire que Claude Vorillon n'est plus là. Non, c'est la réalité. C'est ça. Bon. Alors, il est maintenant totalement possédé. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que ces personnages-là, à un moment donné, sont décodés par d'autres personnes. Que ce soit Jean Miguer, par exemple. Jean Miguer, lui, à un moment donné, qui est un ambulancier, qui a un accident, qui se fait sauver par les extraterrestres,
lui avec va se faire posséder maintenant par d'autres personnages du même clan d'intraterrestres, mais qui vont lui dire, lui ici là c'est un menteur. Et puis lui va dire, eux autres c'est un menteur. La polémique chez l'humain, c'est ça qui dynamise l'astral de l'homme. Si tout va bien, l'humain se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, les deux sont un contre l'autre. Bon. On va même faire dire des erreurs à Vorion, et que là, on va même aller dire à Nigar, regarde ici, là, c'est faux ce qu'il dit. Et à un moment donné, dans une conférence qui avait été organisée par, je le dis à la réincarnation de Nostradamus, on va dire, par François Payette, à Montréal, eh bien, ils se sont obstinés justement sur ce phénomène-là. Puis là, le prophète, c'est-à-dire le frère de Jésus-Christ, enfin, c'est Raël, il a dit, ben effectivement, le prophète s'est trompé quand il a dit ceci ou cela. Est-ce le frère de Jésus-Christ? Ben oui, c'est le frère de Jésus-Christ. OK? Sauf que, ce qu'on doit comprendre, c'est que progressivement, ces deux personnages saillissent. Et là, il y a un autre bonhomme sur la Terre promise, le Québec, hein, qui, lui, à un moment donné, va rencontrer des extraterrestres qui, eux, vont lui dire que ces deux connards-là sont possédés par des mauvais extraterrestres. Ça va être un troisième. Et oui. Alors lui, ben c'est évident, il le savait déjà, ça. Mais pour qu'on continue à préserver la crédibilité d'intervention extraterrestre, alors, vu qu'un gars va dire crime, les extraterrestres, c'est des mauvais, ben on envoie immédiatement un extraterrestre, on envoie un extraterrestre dans une autre forme pour aller dire au personnage qui est en train de savoir ça, pour aller lui dire, tu sais là, ça là, c'est ça. Fait que lui, il se dit crime, celui-là est correct parce que il me dit, c'est le seul qui me le cache pas. Mais c'est quoi la différence entre cette mécanique-là et la mécanique qui fait que nous, on dit on sait, mais qu'on sait pas, mais qu'on sait, mais que dans le fond, c'est quoi la différence entre les deux mécaniques? C'est extrêmement facile, c'est que tant que tu t'attaches à la forme, à l'archétype, au trip astral, au trip égoïque, tu es faite par la mécanique. C'est pourquoi je dis souvent, pose des questions, puis les réponses, on va y répondre. Mais il ne faut pas qu'on s'attache aux réponses, on n'a rien à faire. C'est clair, ça? Ben oui, ben c'est ça, c'est clair. Ben parfait, voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est juste, c'est le... Parce qu'il faut absolument qu'ils soient, eux, qui soient astralisés. Il ne faut pas absolument. Ils sont astralisables, ils sont astralisés. Mais les intraterrestres ne pourraient pas passer par un autre. Ah non, 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 non. Vous savez que votre génétique est bien plus importante que celle des autres humains. Donc, les intraterrestres pourraient se dire, crime, on va tous les kidnapper. Sauf que la génétique est plus solide. Justement, trop solide. Elle n'est pas mutable avec la mécanique, avec la génétique extraterrestre. Il faut des êtres humains qui seront capables de se cellulariser extraterrestres. Ou extraterrestres, des êtres humains qui seront capables de se cellulariser spiritualité. Alors que quand tu rencontres des êtres humains qui, au minimum, se mentalisent, pour ensuite devenir supramentales, se supramentalisent, donc être capables d'intelligencer, leur génétique n'est plus utilisable. Mais, donc ça, par la mécanique intraterrestre. Donc ça, ce sont les intraterrestres. Mais en ce qui a trait aux extraterrestres, c'est des extraterrestres qui vont transporter ceux qui vont être prêts. Oui, évidemment, c'est pas les intraterrestres. En tout cas, c'est les autres qui viennent nous chercher et me dire, viens, on descend 45 km sous terre. Donc, eux autres, ils n'ont pas de forme. Mais est-ce qu'on a une forme, nous? Ces extraterrestres n'existent pas. Alors, lorsqu'ils vont venir te chercher, ils vont prendre une forme. Parce que s'ils n'existent pas, ils ne pourront pas te transporter. Toi qui es existentiel. Mais est-ce que je suis existentiel? En partie. Donc, c'est pour transporter la partie existentielle que les autres, ils vont. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'existence? Rien. Mais comment on nomme ce rien-là? C'est ça, rien. Là au-dessus, appelez ça le non-être. Et c'est ça, on se dirige vers le non-être. Non. On y est déjà. Puis c'est ça qui est le un et le non-être. Comme ça, être, ça a été passager. Ah, c'est évident. Juste le temps de le dire. Puis quelle est l'essence du non-être? La même chose que le phénomène de l'être. C'est une illusion, c'est une forme. C'est pourquoi, à un moment donné, on doit se contenter de vivre, se contenter de vibrer, se contenter d'appliquer, sans continuellement remettre en question, par les mots, chaque phénomène vibratoire auquel on va toucher. Ça, mais je ne remets pas en question. Comment communiquer sans remettre en question? Tu ne question? remets pas en question, mais je réponds à ta question. C'est ça. Mais c'est justement, comment communiquer sans remettre en question? Parce que finalement, la communication serait plus pure si on était assis et qu'on ne parlait pas. Mais il faut parler. Non. Il faudra parler, mais il ne faut pas parler.
Puis pourquoi qu'il faudra parler et qu'il ne faut pas parler maintenant? Non, non, il faudrait jamais parler, mais il faudra parler. C'est quoi la nuance, là? Ah ben, c'est subtilise ton cerveau. Parce que comme le temps n'existe pas, donc il faut parler maintenant. Non. Ils ont tout compris, eux autres. Fait qu'on parlerait pas. On va parler, mais il faudrait pas parler. Ben c'est ça. C'est de même depuis le début. Ben oui, Mais pourquoi qu'on parle, d'abord? parce qu'il faudra parler, parce qu'il faut parler, mais il faut pas parler. Je comprends, là. Je comprends, mais... c'est... Et ton ego a une fille avec ça. L'ego tourne à toute vitesse, là. Puis l'ego, il se dit, en haut, je comprends. Mais lui, en bas, il se dit, je comprends pas. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Ça débalance, ça déstabilise. Tu le sais, puis tu le sais pas, puis tu le sais, puis tu le sais pas. Puis au 10 milliardième de seconde. Puis, c'est ça. Il faut développer ça. C'est ça qu'il faut développer. Mais par la parole. Oui. Parce que dans les ponts, la parole est un pont. La parole est un pont. Mais c'est parce qu'il y a différents ponts. Mais c'est pas nécessaire qu'on entende la parole. Ça reste de la parole. Oui. Ah bon, OK, c'est ça. Mais là, on fait une conférence, il faut parler. Ah, ça, je constate. C'est ça. Mais là, donc, la communication serait plus énergiopathique sans la parole. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que la parole permet de stimuler de l'énergie à travers les corps physiques. Stimulant l'énergie, elle hausse le taux vibratoire des corps physiques jusqu'à un point où l'énergiopathie pourrait se faire. Mais les corps physiques, les individus ne sont pas suffisamment rayonnants de par eux-mêmes, sont donc insuffisamment centrés dans leur intelligence, que si on lâche la parole, automatiquement l'énergiopathie ne pourra pas rester parce qu'ils vont baisser en vibration et ils ne seront plus capables d'être énergiopathes. De ce fait, on doit amener la parole, comme on le fait, mais les individus qui sont juste capables de laisser tomber leur ego un peu, pour ne pas se dire, bon, ça y est, on recommence encore à tourner en rond, pour conserver juste les mots qu'il faut, les mots font juste leur permettre de rester à un niveau où l'énergiocommunication peut se faire, et là, d'en bénéficier. Mais l'énergiopathie ne te donne pas de l'information en mots, en paroles, pour que l'ego comprenne. Tu vibres à la chose. Tu ne comprends rien. Tu vibres à la chose. Ouais, OK. Vibrant à la chose, tu sais la chose. Tu ne comprends pas, mais tu sais la chose. Et parce que l'ego veut comprendre à l'intérieur ou apprendre la compréhension, c'est là qu'il y a une espèce de fièvre où ce que tu sais, mais tu sais rien, mais tu sais pareil, mais tu n'as rien à faire. Puis tu aimerais savoir en mots, puis tu aimerais moins pouvoir le dire. Pourquoi le dire? Pour que ton ego le sache. Mais on doit progressivement s'en aller vers une région où on ne sera pas toujours obligé de prendre un phénomène astral puis le disséquer pendant 2 heures uniquement pour le donner à l'ego. Et là, on va avancer exponentiellement. Donc, il ne faut pas comprendre. Pour l'ego, oui. Tant que l'ego est en train de monter, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il applique. Après ça, il faut qu'il vibre. Donc, il faut qu'il sache. Non, mais s'il Et vibre... dans le savoir, il n'y a pas de compréhension. Ça. Absolument. Ah, je pose une question. C'est là pour ça. Je perçois une vision paradoxale qui mène à 2 labyrinthes. Est-ce à cause des inhibitions? Ça peut être à cause des émissions, mais ça peut être aussi simplement parce que la personne réincarne et du passé et de l'avenir. Donc, dans les 2 cas, avec les colorations de l'ego, ça donne 2 formes de complexité. Pourquoi 2 labyrinthes? Ben, uniquement parce que la personne a une inhibition contre ses possibilités à elle, ce qui fait que ces 2 labyrinthes, c'est pas un chemin clair et un labyrinthe, c'est 2 labyrinthes. C'est exactement dans le genre, ben, mon évolution mène de toute façon vers des choses compliquées. Parce que la personne a une inhibition en face d'elle-même. Ce qui est convenable. Il ne faut pas souffrir d'être inhibé en face de soi. C'est même utile. Ça nous évite, à un moment donné, de développer un orgueil de soi-même qui serait d'une grosseur énorme. L'inhibition, c'est la fausse humilité. Elle est utile, mais elle nuit. Mais elle aide, mais elle nuit. Alors, on ne doit pas souffrir, on doit, par l'intelligence, la démolir. Par intelligence, on doit la recanaliser, donc on doit se désinhiber par l'intelligence. La personne, ce qu'elle fait, elle réincarne 2 phénomènes, et en même temps, elle a une inhibition par rapport à elle-même. Mais là, ce serait pas mieux de réincarner un phénomène? Ben oui, c'est sûr. Mais Elle ne demande pas à l'humain de réincarner avec un phénomène. C'est écouter avec une chaîne de télévision, trouve ça plate.
quand il voit qu'il y a un film qui est bon là, puis un autre qui est bon de l'autre bord, il n'y a pas de vidéo pour les enregistrer, mais là, il écoute, à chaque annonce, il change de poste. Puis il écoute une partie du film. Ah ben non, ça revient sur l'autre film. Puis il écoute un bout de film. J'ai une annonce, c'est bon. Puis il n'a rien écouté à la fin. Ben, il a écouté plus ou moins les deux films. Ben, C'est ça l'ego. Les deux films sont bons, j'ai aucun problème. Prends-en un pour avancer. Ben oui, mais là, il me semble que j'ai manqué. Prends-en un pour avancer. Donc, Quand t'en écoutes deux, là, t'en manques 1 milliard. Fait que frère, 1 milliard 1, là, on n'est pas, tu sais, prends-en un pour avancer. parce que pour accéder à la transparence, est-ce qu'il faut au départ, justement, juste réincarner un phénomène? Il faut réincarner une nature de phénomène. Mais c'est ce qu'elle voulait dire ici. Moi, j'ai aucune idée. Y a-t-il des inhibitions extérieures et intérieures? Non, toutes les inhibitions sont intérieures. Mais on les projette, on les trouve à l'extérieur, on les cherche, etc. Mais elles sont intérieures. Une inhibition, on peut dire, c'est la peur, c'est à cause de l'autre, c'est parce que tu es trop colérique, c'est parce que tu es inhibé. Tu ne laisses pas passer l'énergie. C'est convenable d'être inhibé, ça préserve l'humain. Pour que la libération, donc l'astral ne le libère pas, et là, l'intelligence devra le corriger. Mais les inhibitions sont uniquement internes. Quelle est la différence entre être vivant et être conscient? Il n'y en a pas tellement. C'est une question de mots. En ce qui me concerne, c'est même pas être. Donc, en partant, c'est complexe. Mais être vivant, cela veut dire être conscient, présent, total. Puis être conscient, cela veut dire ne plus être vivant, mais oui, c'est... La nuance entre l'un et l'autre, c'est que l'un sait que l'autre existe à 1/10 milliardième de seconde près. C'est lequel, là? Quand tu es conscient que tu es vivant,